Bonjour et bienvenue à cette toute première table ronde de la semaine des intelligences. Et je suis super bien accompagné avec Nico Pen à ma droite, Yannick Alain, Dominique So et François Chevignet. Et on va justement parler des livres. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez choisi comme livre? Parce que après, on a parlé avec vous je vous ai interviewé sur des livres. Quels étaient les livres que vous avez choisis pour les interviews? Et on peut commencer avec toi, Nico. Alors, moi j'ai choisi Le Prince de Machiavel. Le Prince de Machiavel, ok. Qui est loin de la notion contemporaine du machiavélisme. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. J'ai choisi pour le livre, mais aussi pour le personnage. Tu le diras après pourquoi tu l'as choisi aussi. Ok, d'accord. Et la réponse, the answer, super bon en espagnol. de très bon anglais de John Assaraf et Murray Smith, qu'on oublie souvent. Oui. Parce que personne ne le connaît en fait. Personne ne le connaît, oui. C'est ça qui est malheureux. Yannick, tu avais choisi deux livres. Oui, en fait, il y en avait tellement. En fait, si j'avais eu à en choisir un, en fait, je pense que j'aurais choisi en fait vraiment la réponse comme Nico. Je suis vraiment très client de ce livre-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le livre que tu as choisi. Ah. C'était Non, c'est bon. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un livre vraiment qui. Tu viens du milieu où. Oui, en fait, c'est un livre en fait moi qui a eu ça a été une vraie prise de conscience chez moi. Je crois que tu le connais aussi. Oui. Aussi. Parce qu'on me l'avait recommandé, on était ensemble au mastermind et c'est un livre qui a vraiment été une véritable source de déculpabilisation par rapport au non pour moi, parce que quand on est dans le monde du business dans lequel je suis, dans lequel vous êtes certainement vous aussi, et peu importe d'ailleurs dans quel monde vous êtes, dans la vie en général, on est soumis en fait à des requêtes que l'on fait, et puis quand on nous dit non, en fait, on a peur de pas être aimé, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être on a un petit problème avec le non, et ce livre-là m'a complètement décomplexé en fait du non, et vraiment je vous le recommande. On va en parler. Et le deuxième, c'était Dale Carnegie. Ouais, comment se faire des amis. Comment se faire des amis, voilà. Je pense que c'est pas ton problème. Non, mais d'ailleurs, quand on m'avait conseillé ce livre, en fait, c'était Richard d'ailleurs, pareil, qui m'avait conseillé ce livre. J'avais 18 ans ou 19 ans à l'époque, et en fait j'avais pas de problème pour me faire des amis, mais le titre est très mauvais, mais en réalité ça modélise tellement bien en fait l'intelligence relationnelle, et de manière simple, claire et limpide, que franchement je le conseille à tout le monde qui souhaite commencer à faire un pas dans le développement personnel. On va en discuter aussi. Toi Dominique, tu as choisi des livres de Zig Ziglar, ouais. Une personne qui n'est pas hyper connue en France, je pense, en francophonie. Et qui mériterait, parce que un peu comme Nico, moi j'ai choisi des bouquins à la fois pour le contenu, c'est plutôt des classiques en fait, Dépassement total de Zig Ziglar, qui est la suite de Rendez-vous au sommet en fait, et qui est globalement l'aboutissement de toute sa carrière, et en fait on voit une philosophie de vie adossée sur du pragmatisme dans les affaires, et ça fait un bon écho avec l'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy, c'est le fils spirituel de Jim Rohn, tout comme Tony Robbins. Et puis on voit ici de Napoleon Hill, voilà. Oui, voilà, qui a repris le magazine Success. Donc on va pouvoir en parler avec grand plaisir. Super. Alors François, tu as choisi le Rework, le livre que je ne connaissais pas du tout, que je viens de lire ce matin. Rapidement, bien sûr. Pendant les 20 minutes de retard de ton avion. Il y a des post-it dessus, des pépites de tous les côtés. C'est impressionnant. Pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi je l'ai choisi? Parce que justement, les deux auteurs en fait qui ont créé leur société en 1999, si je le dis à la belge, donc 1999 à la française. C'est ça. En fait, casse un petit peu les mythes autour de l'entrepreneuriat, en fait, et de la manière de faire fonctionner son entreprise, avec des concepts très modernes qui se basent vraiment sur l'intelligence collaborative et l'intelligence collective, et aussi ce qu'on appelle le management agility. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant parce que finalement, qui permettrait à tout le monde de pouvoir se lancer dans un projet pour peu qu'il y ait la motivation derrière et qu'on s'y prenne bien, sans imaginer pour autant que être entrepreneur c'est quelque chose où il faut des grands bureaux, il faut plein de personnes, il faut plein de personnel. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très 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 intéressant, qui peut être une note d'espoir non seulement pour des entreprises en difficulté à l'heure actuelle, mais aussi pour certains qui voudraient se lancer dans le monde de l'entreprise.
Et le deuxième, il vient d'un monde complètement différent. Le deuxième, en fait, donc, qui est l'erreur de Broca, en fait, du docteur François Dufaux, donc, qui est un grand spécialiste du cerveau. Broca, c'est un ancien docteur, là aussi, en fait. Donc, il y a une zone dans le cerveau qu'on appelle justement la zone de Broca. Et il remet ça totalement en question parce que, il a analysé le cerveau sous toutes ses composantes, en fait, sous toutes ses coutures. C'est un chirurgien qui est très renommé. Mais en même temps, il est à la pointe des neurosciences. Et, il a justement fait le lien aussi avec la musique, et donc forcément un domaine qui m'est cher par rapport au piano, puisque lui-même pratiquait l'instrument. Et donc, il a pu mettre en évidence justement des zones tout à fait particulières qui sont propres aux instrumentistes, et notamment les pianistes. Ok, d'accord. Une question qui revient à tout ce qu'on fait. Attention, parce que ça risque de chauffer. C'est comme pas donc. Ça va. Pour vous, c'est quoi la lecture? C'est quoi, en fait, on touche aux apprentissages. Et là, c'est par la lecture, c'est quelque part. Moi, je le dis très clairement, même si je pratique la lecture rapide, la lecture, c'est d'un côté l'un des pires moyens d'apprendre, parce que en fait, on a tendance à oublier très rapidement. Mais en même temps, c'est la façon où l'humanité n'a pas trouvé une meilleure façon de transmettre en fait les infos. Et comment vous prenez pour la lecture? Comment vous faites? Par rapport pour lire régulièrement, oui. C'est ce que tu veux dire. Bon, déjà, je suis pas un très bon exemple. Moi, ce que j'utilise, c'est les livres audio, beaucoup parce que aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir une très belle bibliothèque sur iTunes Store, et du coup, ça me permet, quand je suis dans mes déplacements, en fait, de mettre mes écouteurs et d'écouter, de lire en écoutant quelque part, de bouger et de lire en même temps, parce que le problématique du livre, en fait, c'est le temps d'immobilisation devant un livre qui est pour moi pas évident. Voilà, et donc ça c'est le premier point. Et le second point, c'est que je lis en fait quand j'ai des temps morts, en fait, souvent des petits temps morts. En fait, là je prends un bouquin, j'ai tout le temps sur moi, et du coup je lis quelques pages. Voilà. Alors à chaque fois, ça me demande de reprendre un peu avant et de me remettre dans le contexte, mais ouais. Ok. Et tu lis toujours des bouquins d'inspiration, ou ça t'arrive de lire des romans aussi? Eh ben écoute, figure-toi que j'ai lu pour la première fois un Gounel, qui est L'homme qui voulait être heureux, que j'ai trouvé absolument fabuleux. Je me suis vraiment, j'ai adoré, parce que je voyais la lecture en fait moi beaucoup comme quelque chose qui devait m'être utile pour mon métier. Tu vois, et donc du coup je voyais pas la notion de plaisir de lecture plaisir. Et je me suis rendu compte au travers de ce livre-là que le plaisir lecture pouvait aussi t'apprendre des choses autour de la philosophie, autour d'une manière de penser. En fait, ils font passer des messages. Derrière l'histoire. Voilà, derrière l'histoire, en fait, il y a des messages très très forts qui passent. Et j'ai trouvé que c'était hyper enrichissant et finalement beaucoup plus friendly, en fait, pour quelqu'un qui, comme moi, qui je suis pas à la base en fait un fan lecteur. Je vais vous dire les livres que je vous ai conseillés, qui sont des livres très pratiques, Non c'est bon, et Dale Carnegie, qui sont des livres très très courts. C'est vrai, parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Ouais. Et toi, Nico, tu nous as lu à voix haute dernièrement, tout à l'heure. Tu nous as gâté avec ça, grand talent. Multilingue. Mais on va pas te demander de le faire tout de Des suite. différentes espèces de milices et des soldats mercenaires. Je pourrais aller plus loin. Ne sommes pas obligés. Comment tu fais Alors, tu t'organises pour la lecture? pour moi, en fait, je dirais pas que je lis des livres, je consomme du savoir. C'est vraiment l'approche dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je pars sur une thématique, sur un besoin bien spécifique, et sur ce besoin spécifique, je vais aller recueillir de l'information. Donc, je fais comme toi, je fais pas mal de livres audio, ou de sources audio, ou de résumés audio ou autres. Et après, j'ai des bouquins de chevet sur lesquels, qui soit sont liés au domaine, soit justement qui sont plus des lectures plaisir pour lâcher le cerveau, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand on est tout le temps nous on est beaucoup dans le domaine du savoir, de l'apprentissage. Donc au bout d'un moment, ça fait du bien aussi de pouvoir couper. Et du coup, la lecture est nécessaire aussi, surtout enfin dans la soirée, se dire bon mais voilà. Parce que je suis vraiment tombé dans ce piège et on arrive, on bosse toute la journée. Le soir, on se dit je vais lire un truc, et je vais lire un truc pour alimenter mes futures journées et mon futur travail. Et plutôt que de se dire à un moment donné, est-ce que je peux pas couper? Et après, effectivement, comme on a le cerveau qui tourne toujours à faire des liens dans plein de choses, on le ramène parfois au business, mais au moins ça permet de lâcher. C'est la difficulté d'ailleurs. Et tu as choisi les deux livres à l'opposé au niveau prix. Un le plus cher et puis l'autre le plus cher. Ouais, la version française. La version française. La version française est plus chère. Ouais, oui, celui-là, il est pas cher, il est à 2 €. Ah ouais. Mais en plus, cette version, pour la petite anecdote,
J'étais allé à une grande enseigne de livres, qui commence par un F, pour ne pas la citer, et j'avais lu, en fait, comme sur ces vieux livres, ce qui est super difficile, c'est les traductions. Parce que bien souvent, on voit ces livres avec une traduction, mais des traductions qui datent d'il y a une centaine d'années, pour éviter de payer les droits d'auteur et compagnie. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris la première page, et j'avais lu la première page de chacune des éditions. Et du coup, c'était la moins chère, celle à 2 €, qui donnait une retranscription qui était la plus propre. Donc ça, c'est une petite astuce qui peut être intéressante. Chercher le prix le plus bas, c'est ça. Chercher le prix le plus bas. Non, parce que justement, ouais, si tu cherches le prix le plus bas, c'est pas dit que tu... Parce que c'était avec Sun Tzu, l'art de la guerre, j'avais pris une édition, c'était imbuvable, quoi. Ok. Dominique, comment tu prends pour la lecture? Ouais, moi alors je suis un peu comme Yaya, c'est-à-dire que moi je lis tous les mots, c'est-à-dire que quand je commence à lire un bouquin, je suis très très long à la lecture. Ouais, bon, c'est pareil. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vrai que je consomme énormément d'audio, j'adore les citations, les bouquins de citations me font gagner un temps fou, et petit à petit d'ailleurs, je me suis rendu compte que moi ce qui m'intéresse, c'est comprendre ce qui se passe dans la tête des bonhommes. Il y a cette formule qu'on connaît tous qui dit qu'on est la moyenne des 6 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, Ouais. et je trouve que les bouquins, les audios sont des superbes occasions de pouvoir accéder à des gens qui se sont posés des très bonnes questions, etc. Donc aujourd'hui, moi, la consommation des bouquins, c'est un peu, c'est pour essayer de trouver plus la philosophie qui se cache derrière et comment ces gens-là auraient réagi face à telle ou telle situation de la vie. C'est ce côté opérationnel qui m'intéresse. Donc tu t'intéresses aussi, si je lis entre les lignes, au personnage. Oui. À l'auteur en fait, Absolument, à sa vie, etc. C'est presque plus important pour moi. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est comprendre ce qu'a réalisé la personne et finalement comment elle le formule de manière pédagogique. Parce qu'au fond, on a tous, aujourd'hui, dans le domaine du développement personnel notamment, finalement, de quoi parle-t-on? Des mêmes notions, mais qui passent à travers le filtre de l'expérience et de la philosophie de telle ou telle personne. Mais les concepts de base sont souvent là. Donc c'est toujours intéressant de croiser qui a fait quoi et comment il l'exprime. Ok. Ouais. François, alors ta façon de lire, toi qui es lecteur rapide aussi. Hein. Oui, moi ça croise un peu forcément tout ce qu'on a entendu auparavant. Par contre, disons que moi je cible beaucoup, donc c'est à dire que je lis ce qui m'intéresse. Donc à l'intérieur d'un livre, je vais pas tout lire. T'es sorti du paradigme de je dois tout lire. Tout à fait, exactement. Donc en fait, je sais ce que j'ai envie de savoir, je sais ce que j'ai envie d'avoir. Donc forcément, je vais d'abord lire tout ce qui est chapitre, les titres de chapitres qui vont déjà permettre de comprendre l'organisation de l'auteur. Et là, je fais un parallèle avec ce que tu viens de dire là maintenant. Ça m'intéresse aussi de savoir en fait quelle est la perception de l'auteur, parce qu'il y a toujours un message à traduire, et savoir aussi ce que moi je peux en faire. Donc il y a toujours en fait un usage, une application qui sera après, un passage à l'action qui fera qu'à un moment donné, je pourrai me grandir moi-même. Et donc forcément, je pourrai aussi grandir avec les gens que je côtoie au quotidien, aussi bien personnellement qu'au niveau professionnel, quoi. Donc voilà. Alors que si par contre je devais lire une BD, parce que j'aime bien les BD, là la BD je vais la lire entièrement parce que là c'est tout à fait l'esprit qui peut partir dans quelque chose, et encore parce que je m'approprie les personnages quand même, donc je vis la situation pleinement, sans quoi ma lecture est très très ciblée en fonction de l'information que je vais aller chercher. Ah oui, clairement et les bénéfices que je peux en avoir. Ok. La question que je vais vous poser maintenant, c'est justement, ça touche les auteurs. Vous avez choisi des livres à partager pendant les interviews pendant la semaine des intelligences. Est-ce que, pourquoi en fait avoir choisi, qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce livre-là, et est-ce que peut-être tu t'es intéressé aussi à l'auteur derrière et peut-être tu as une histoire, une anecdote à raconter? Ouais, alors si je prends Machiavel, donc là on est sur de la Renaissance. Ceux qui me connaissent savent que je déteste cette période-là. Donc, mais en fait, Machiavel, c'est un personnage qui est hyper fascinant et qui était proche de tous les puissants de l'époque. Et c'était quelqu'un qui a basculé on va dire, d'un endroit à l'autre, qui a fréquenté des papes, qui a fréquenté des princes, qui a levé des armées. Et donc il y a tout un travail, toute une expérience, là justement par l'expérience, il y a 15 ans d'expérience dans le domaine de la politique. Et moi ce que j'adore sur sa façon de retranscrire, c'est que c'est un bouquin qui est destiné à une personne. C'est-à-dire que tous les bouquins qu'on a là, quasiment, ils sont destinés à un grand public. Ils sont destinés à une audience. Lui, lorsqu'il a écrit ce bouquin, il a écrit pour être récupéré par, donc c'était Laurent II de Médicis, parce qu'il avait été dégagé du Principat de Florence. Et pour revenir, il a dit, je vais écrire un bouquin pour expliquer comment un prince doit gouverner.
Et il disait, voilà, on doit offrir un trésor à une personne pour pouvoir justement, voilà, pour avoir un bonne retour. grâce. Voilà, exactement. Et lui, le meilleur des trésors, et ça aussi je trouve ça génial et c'est un lien avec ce qu'on fait, c'est le savoir. Et donc, c'est un bouquin, pour en venir à ça, qui est destiné à une personne. Donc, il n'y a pas de considération à savoir si ça va plaire, si ceci, cela. C'est quelque chose de très factuel, très froid, d'où le nom de machiavélisme aussi derrière, parce qu'en fait, c'est un bouquin qui n'est pas immoral, mais amoral, qui est dépourvu de la notion de morale. C'est effectivité. C'est pragmatisme absolu, quoi. Complètement, complètement. Et c'est Sorti ça de qui... toute émotion. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, du coup, c'est comme L'Art de la guerre de Sun Tzu. C'est exactement, moi je les mets vraiment, ces deux livres, pour moi, c'est deux livres de référence anciens, qui sont des livres qui vont aller dans la dynamique qui sont presque intemporels. C'est-à-dire qu'on peut l'adopter à tout. Ça, un chef d'entreprise, c'est parfait. Un homme politique, d'ailleurs, il y a des hommes politiques, des chefs de gouvernement qui connaissent, qui utilisent ce bouquin. Il y a, alors c'est pas la meilleure version que j'ai pris là, mais Mais c'était la moins chère. ça veut dire que c'est pas la meilleure version puisque j'en ai trois. En fait, je l'ai en trois exemplaires. Et sur un autre exemplaire, il y avait un exemple très très intéressant d'un gars qui avait une société d'éboueurs. Je crois que c'était au Brésil, qui a trouvé ce bouquin à l'arrache. Il l'a récupéré, il a commencé à le feuilleter. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une association qui a plus de 800 000 personnes autour du métier du recyclage, qui est même, apparemment ce que j'avais lu, qui est même, on le voit pour devenir peut-être un futur président ou autre. Ah ouais. Et ce gars, en fait, a gardé ce fameux bouquin du prince, et ce bouquin l'a aidé dans ses notions de management. Incroyable. Relationnellement et tout, c'est génial, quoi. Donc voilà, en gros, pour parler de la personne ici, quoi. Ok. Ça va très vite. 30 secondes, Ouais. on va couper. Je vérifie si tout va bien. Ça filme, ok, 16 minutes, donc on a une personne. T'as un miroir sinon Je l'aime, je vois pas. Tu vois pas trop bien. Mais ça, c'est pas grave, hein, parce que vous voyez à quel moment je vais pouvoir couper, ça, c'est pas grave. Je crois que c'est ça. Ok, ben super, merci Nico. Donc ça, c'était le premier livre. Toi, Yannick, tu t'es intéressé beaucoup aux personnages, enfin, le livre de... Non, Richard Fenton, que ce soit Le Nom c'est bon, que ce soit Dale Carnegie, je me suis assez peu, en fait, c'est vraiment des livres que j'ai pris parce que, évidemment, j'en ai lu plein d'autres, même si je ne lis pas énormément, mais j'en ai lu pas mal d'autres. J'ai pris ces deux parce qu'ils me semblent être extrêmement simples d'accès, en fait, et très, très efficaces, en fait. Donc c'est ce qui me plaît, en fait. dans ces bouquins. Il y a deux choses, en fait. Le nom, c'est bon, je ne connais pas ce livre. J'ai entendu parler de plusieurs personnes. Richard Fenton, ouais. Voilà, Richard Fenton. Ce livre, il a été écrit dans... Est-ce que tu sais à quelle époque il a été écrit? Années 80, je pense. D'accord. Mais c'est à peu près ça, ça ressemble à ça. Parce que Dale Carnegie, c'est un livre très ancien. Et il est toujours d'actualité. Très ancien aussi. Ben, il a une centaine d'années déjà. que Napoleon Hill. 1930, je crois. Oui, ça fait une centaine d'années. Hein. C'est avant la Deux Guerres. 36 ou un truc comme ça. Oui, Dale Carnegie, oui, c'est ça, vraiment. Et je me suis intéressé au bonhomme, lui, par contre. Et évidemment, il a créé les cours Dale Carnegie qu'on connaît aujourd'hui, qui sont internationalement reconnus. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est de s'intéresser en fait à ces zones d'ombre. À cet homme-là, parce que en fait il a beaucoup joué sur son nom, en fait, comme quoi il était potentiellement de la famille d'Andrew Carnegie, qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde. Oui. Et en fait il n'y a aucun rapport, aucun lien. Mais il jouait un petit peu sur les tableaux, un bon 3 certainement en énéagramme. Mais voilà, à côté de ça, voilà, le bouquin est d'une grande richesse. Alors quand on commence à être comme vous tous, quand même relativement affûtés dans leur réseau, dans leur manière de se lire, peut paraître basique, mais pour quelqu'un qui démarre dans les affaires, pour moi c'est un must. C'est un must. On a raison d'y revenir régulièrement parce qu'il y a des clés relationnelles. C'est vraiment courtoisie, même de savoir vivre. Exactement, en fait, c'est des clés relationnelles, en fait, c'est exactement ça qui sont de base. Une fois qu'on les a, on les a. Quelque part, si on relit le livre, bon, ok, ça va faire des piqûres de rappel, mais ok, mais par contre, quand on les a pas et qu'on les lit, on se dit, wow, il y a quand même des bases très solides à avoir. Et après, il faut le creuser, ce livre. C'est un livre beau à creuser, vraiment. Et à l'avoir dans sa bibliothèque, en fait. Ouais, le lire, l'écouter, parce qu'aujourd'hui, il est également en audio. Tu le trouves un peu partout. Franchement, c'est un super livre. Et non, c'est bon, en fait, comme je dis, c'est vraiment pour se déculpabiliser complètement, en fait, du nom. Après, si je vais sur d'autres bouquins, comme La Réponse, où là, il y a plus c'est vraiment de la matière entrepreneuriale pure, pour moi, et avec une teintée d'une sauce de spiritualité qui me plaît bien.
dans ce bouquin-là. En tout cas, moi, c'est pour moi une vraie base. Et après, d'autres bouquins, tu vois, moi j'aime beaucoup les biographies aussi. Tu vois, je prends l'exemple par exemple de la biographie de Elon Musk. Voilà, j'aime apprendre des hommes qui font notre siècle, Steve Jobs ou autres, pour savoir comment ils étaient, effectivement mieux les connaître d'un point de vue de leur zone de génie, mais également de leur zone d'ombre aussi. Et ça me plaît beaucoup parce qu'on a tous des zones d'ombre. En fait, autant on a une part de lumière très forte, autant on a une part d'ombre très forte aussi. Et je crois que faut apprendre à la regarder en face, cette zone d'ombre, et se dire que apprendre à composer avec. Et je trouve ça intéressant pour le coup les biographies. Ça me plaît beaucoup. Ouais, la biographie, justement, j'en ai parlé dernièrement avec Anaël Gombert sur le fondateur de Virgin. Oui, donc, il s'appelle Bronson. Bronson, voilà. Richard Branson. Je réussirai après. Pas Bronson, mais Branson. C'est pas le même. Réussir après, non, il a sorti sa biographie en 2017, là, la nouvelle. Ah, d'accord. Donc, Intéressant. aussi, on va en parler aussi dans la semaine des intelligences. Et encore une fois, moi, c'est ce que je dis là, c'est que moi, je suis pas vraiment un fan lecteur. Je suis pas quelqu'un qui. Tu te posais tout à l'heure la question de comment est-ce que je faisais pour apprendre. Je lis pas énormément. J'ai beaucoup de collections de livres et j'achète beaucoup de livres parce que au moins j'ai l'info et je sais que je peux la retrouver si jamais. Et si je prends le temps, ce que je ne prends pas souvent, ça m'amuse de prendre un bouquin et de me remplir comme ça. Maintenant, j'apprends énormément aussi au contact de gens qui lisent et qui aiment transmettre. Je prends par exemple l'exemple de Nico. Je dis souvent que Nico est une des personnes avec qui j'apprends le plus parce que c'est quelqu'un qui creuse un sujet, il aime le lire et quand il lit par exemple il va lire 3 fois le même bouquin mais pas de la même version pour voir quelles sont les écarts. Ou peut-être même plus que 3 fois à mon avis, il y a eu plus de versions que ça qu'il a lu. Je l'ai même fait un audio italien. Ouais, il a même fait un audio italien. Enfin bref, c'est de la folie en fait. Et du coup j'aime m'enrichir de sages, de personnes justement qui savent lire parce que un peu comme le disait Dominique tout à l'heure, en fait moi j'ai une bande passante très faible par rapport en fait à ma capacité à lire. C'est-à-dire que je lis très lentement. Je pense que je dois être un syndrome TDAH, quelque chose comme ça, et du coup j'ai beaucoup de mal à me concentrer longtemps sur quelque chose. Donc du coup j'apprends beaucoup plus en fait au contact d'autres personnes et je recoupe les infos. C'était Coluche qui disait qu'il lisait pas beaucoup mais qu'il apprenait avec les gens en fait, en étant en contact des gens. Moi je crois que j'apprends de manière sociale. C'est aussi pour cette raison que je vous ai invité à cette table ronde pour justement apprendre les uns des autres parce que chacun va lire le même livre mais on va avoir tous nos enseignements différents. Et on discutait, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Chaque lecture est toujours la propre perception qu'on a de soi-même du contenu en fait. Donc en fait c'est comme si on se mettait en face sur une télé, on est soi-même en train de lire le livre, ou on regarde quelque chose, on se voit à la télé avec notre propre perception, et donc forcément la perception de tout un chacun, on va avoir des points communs à un moment donné, mais de toute façon inévitablement la perception va être sujette à notre propre vécu. En fait, à notre propre expérience et donc à notre propre manière de considérer aussi bien la vie que le reste. Il n'y a pas le choix en fait. Et même à des moments de vie. Tu lis voilà, exactement. Différents. Complètement. Ça n'était pas ça dans le bouquin. Je n'avais pas relevé ce concept-là dans le bouquin. Alors voilà. Pourtant, il C'était pas le moment, Ouais, c'est ça, ouais. Et pour toi, Dominique, Zig Ziglar, est-ce que tu t'intéressais Zig Ziglar, c'est étonnamment, c'est un auteur qui est pas très très connu. En fait, c'est quelqu'un qui a fait carrière dans la vente. C'est son vrai prénom, Zig. Oui, voilà, c'est qui ce Zig Otto. C'est pas de là que ça vient, mais voilà, lui en fait, il a une approche de la vente qui m'a beaucoup séduit. C'est lui qui est l'auteur de cette formule qu'on entend beaucoup, qui dit le secret de la prospérité, c'est d'aider le maximum de gens à obtenir ce qu'ils souhaitent vraiment. Donc plus on aide la masse de gens au maximum à vraiment obtenir les résultats que les gens souhaitent, et bien voilà, ce serait ça le secret de la prospérité. Donc en fait, il a une approche de la vente qui est vraiment tournée esprit lié au service, ce qu'on appelle en fait le leader servant, qui sont des concepts assez intéressant dans le fait d'être au service de l'autre. Et donc voilà, il fait carrière dans la vente, il écrit l'un de ses best-sellers qui est Rendez-vous au sommet, et Dépassement total, c'est la suite. Donc voilà, comme on dit, c'est l'aboutissement de 30 ans de carrière et c'est des pépites qui ramènent un alignement à soi. C'est-à-dire, c'est de mettre du sens dans ce qu'on fait, de pas forcément mettre en contrariété, ce que tu disais très justement tout à l'heure, entre est-ce que finalement je suis dans ma carrière professionnelle, j'ai un certain
tempérament et dans ma vie privée un autre. Non, là on est dans quelqu'un qui est complètement aligné pour faire une différence positive dans la vie des gens. Et étonnamment, je l'ai trouvé très précurseur par rapport à toutes ces démarches ensuite de développement personnel dont on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, et c'est un auteur qui du coup, bon, qui est vieux. Je me demande si, je sais pas si je crois qu'il est décédé. Il est décédé, oui. Voilà, mais voilà, Il y a peu de temps. c'est un auteur qui reste voilà parmi ce type de classique en fait. Ok. Et pour Darren Hardy, c'est autre chose. Alors Darren Hardy, moi je suis passionné par Anthony Robbins et par ses travaux. Je l'ai suivi pendant 10 ans, tout le temps, sur tous ses séminaires. Et Oui, t'as quasiment fait tous les séminaires, toi. oui, on a tous fait, mais plusieurs fois, j'ai redoublé. C'est un peu comme ça avec les bouquins, mais... Et donc Tony Robbins, il vient à un moment où il est, comme on dit, dans une énergie très yang, en fait, très masculine. Et ce qui est très intéressant, c'est que Darren Hardy, c'est son frère spirituel, puisqu'ils sont tous les deux issus de Jim Rohn, qui est le philosophe des affaires par excellence. Là, pour le coup, j'invite tout le monde à découvrir la philosophie de Jim Rohn. Et c'est très intéressant de voir les deux énergies, Darren Hardy d'un côté, Tony Robbins de l'autre, parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Comme quoi, d'une lecture, finalement, de Jim Rohn, on peut arriver à carrément des choses totalement opposées dans la manière dont ces gens-là amènent le sujet. Et voilà. Ok, ben, on va y revenir avec quelques pépites. Hein. Je vais vous demander de partager des pépites. Encore pour revenir. J'allais vous envoyer un livre. Pour revenir à ton choix, François. Est-ce que tu t'es intéressé déjà, je sais que pour le deuxième livre, donc tu connais personnellement l'auteur. Non, je ne connais pas personnellement. Pas Par intermédiaire, par un autre chirurgien. Ok, donc voilà, donc assez proche. Et là, en fait. Mais là, en fait, non. Honnêtement, je ne me suis pas particulièrement intéressé aux deux auteurs parce qu'en plus, c'est une lecture que j'ai découverte le mois dernier, en fait. Donc, c'est tout à fait récent. Donc, oui, je me suis un petit peu renseigné. Je veux dire de manière très petite, en fait, tout simplement, que par la biographie et quelques recherches à Internet. Mais ce qui m'avait interpellé, en fait, c'est que finalement, comme ce sont en fait, ils sont encore jeunes, en fait. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'ils ont déjà adapté toute une série de concepts en prenant le monde un petit peu différemment. C'est ça qui est très intéressant dans leur mode de pensée. C'est que, ils se sont dit, en fait, de quoi a-t-on besoin dans la vie? En fait, de choses simples. Et donc, eux sont des créateurs de software, il faut le savoir, de software. Mais en fait, comme ils le disent finalement, dans tout, même, regardons, prenons tous nos smartphones, etc. et tout, on ne va quasiment pas utiliser les 3/4 des fonctionnalités. Et ils se sont dit, en fait, ce qui était important, c'est que les choses soient bien faites. Que les choses, elles soient directement utiles. Quand on doit s'en servir, en fait, il faut pouvoir simplement avoir un effet derrière. Il faut avoir une concrétisation. Donc, basta les réunions interminables qui ne servent absolument à rien. Si on se réunit, par exemple, c'est juste, comment je veux dire, un exemple parmi d'autres. Si on fait une réunion, c'est parce qu'elle est vraiment indispensable. Et donc, si elle est indispensable, on sait ce qu'on attend au terme de la réunion. Quand on a terminé cette réunion, en fait, tout le monde est en action. Donc, on ne passe pas son temps à faire des réunions pendant des semaines, pendant des jours et des jours et des jours, et de manière interminable. Tout simplement, chacun est valorisé dans ce qu'il fait. C'est ça qui est vraiment très très intéressant. Ce sont malgré tout des jeunes qui ont une trentaine d'années là maintenant, malgré tout. Ça reste jeune. Hein. C'est que tout simplement, on se dit, on va chercher le potentiel de tout un chacun. Donc, chacun a un potentiel, a un vrai savoir-faire. Basta, entre guillemets, de nouveau, ce qu'on appelle les profils de fonction. Ce qui nous intéresse, c'est l'humain. Et on va travailler sur l'humain. Et la zone de génie. Voilà, exactement. Et les zones de génie. Et en fait, les zones de génie ne sont pas obligatoirement celles qu'on avait préprogrammées, par exemple, à un moment donné dans le secteur de l'entreprise. Ce sont des choses, des potentialités qu'on va pouvoir remarquer directement chez les gens. Et donc, on va les valoriser dans ce qu'ils font. Et comme tout le monde se valorise finalement dans son propre travail, dans sa propre estime, confiance de soi, estime de soi, en fait, il fonctionne. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de fonctionner. Est-ce qu'il y a une partie, en fait, où ils expliquent comment justement ils détectent ça chez les gens, en fait? Oui, en fait, par rapport à ça, ils donnent des petits trucs, des astuces, en fait, dans la manière de pouvoir détecter quand on a une personne. La zone de génie. Là. Oui, c'est la zone de génie, et en fait, cette personne-là, c'est ce qui intéresse à ce moment-là. C'est sa petite zone de génie qu'on va travailler. Et le reste, en fait, on s'en préoccupe très peu, ou bien d'en arriver finalement, comme ça arrive beaucoup, hein, qu'on soit salarié, qu'on soit, parce qu'ils s'adressent aux entrepreneurs, à la fois, comment je veux dire, aux salariés, aux patrons d'entreprise, etc. Donc c'est pas uniquement l'entrepreneur en tant que tel, c'est finalement, souvent ça a déjà dû vous arriver aussi, tu m'en as parlé tout à l'heure, d'ailleurs dans le tram aussi par rapport à la presse, voilà, il faut recommencer 4-5 fois, etc. Des mêmes dossiers. Ouais. En fait on le remarque après travailler avec des gens ou bien après les avoir engagés, tout simplement parce qu'on ne s'est pas intéressé à eux avant, et donc de savoir ce qu'ils avaient réellement apporter. Et simplement, on est venu chercher une personne se disant, oui j'ai besoin de ça dans mon service, et puis on se rend compte que
et c'est là où ils ont cassé un mythe, faites d'abord tout ce que vous pouvez faire vous-même. Voyez jusqu'où vous pouvez aller dans le travail de vos compétences, de vos savoir-faire au sein de votre entreprise, de votre travail, de votre métier, en famille, quoi que ce soit. Et si après, il y a vraiment quelque chose, après avoir fait tout ça, que vous n'arrivez pas à faire, alors à ce moment-là, vous saurez exactement ce dont vous avez besoin. Et les personnes que vous irez chercher, c'est parce qu'elles vont réellement nourrir le besoin que vous n'avez pas pu combler vous-même. C'est marrant parce que ce que vous disiez, c'est justement les angles de lecture. Ce que tu viens de dire là, j'étais passé complètement à côté sur ce bouquin. Et c'est resté efficient en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage où il disait, ne travaillez, enfin, il casse ce mythe de work hard. Donc ça veut dire travailler beaucoup, travailler dur, c'est une chose, mais travailler intelligemment et ne travaillez pas, je sais pas, 50 c'est les paradigmes que l'on a en fait de nos parents en fait, ça, qui sont eux dans une génération en fait où c'était le dur labeur qui fonctionnait. Donc du coup nous on a hérité de ça alors qu'on en a plus besoin en fait. Oui, mais c'est justement où par exemple mettre en évidence le fait que on est tous, encore une fois je vais reprendre, mais voilà, c'est tout le temps sur ta tablette pour chercher les livres en même temps. Et donc sur une journée on perd beaucoup de temps avec ça. Et donc, ils disent, ça devient, là, dans la ritualisation, justement, et la capacité aussi à pouvoir se mettre en autodiscipline. Non, si vous préprogrammez chaque jour, entre 10h et 12h, entre 12h et 14h, le moment où vous direz, je peux aller consulter mes mails, je peux aller consulter ceci, prendre le téléphone, parce que les heures que vous aurez avant, l'heure ou les 2 heures, ce sera uniquement branché sur le travail et l'efficience du travail que vous avez à faire, et seul. Pas avec d'autres, seul. Parce qu'on ne travaille jamais aussi bien que si on est seul soi-même face à sa tâche et on est sûr de la terminer. Et alors après, à ce moment-là, on peut de nouveau entrer en communication. Donc ça c'est intéressant en fait dans la notion de discipline, de timing. C'est à la fois la souplesse et à la fois la discipline en fait. L'autodiscipline. C'est ça, et puis trouver les effets de levier, parce qu'on a souvent été, et notamment les gens qui sont toujours dans le principe du salariat, qui aujourd'hui ont un salaire qui tombe en fonction du temps passé au travail, et ça fait des ravages, parce qu'en fait ils occupent leur temps. Mais oui, et puis du coup on pourrait aujourd'hui amener de la productivité avec moins de temps, en travaillant sur des effets de levier, etc. Et donc il y a cet esprit critique de se dire comment est-ce que je peux porter un nouveau regard sur mon activité, n'est pas porté dans le monde de l'entreprise classique. Alors que quand on est un entrepreneur et à son compte, on n'a pas d'autre choix que de faire ça, parce que du coup il faut trouver les moyens de payer les gens s'il y a de la valeur en face. Et dans le monde classique de l'entreprise, pour y avoir passé une quinzaine d'années, c'est pas ça que ça m'a inculqué. Voilà, ça je l'ai trouvé en tant qu'indépendant. Et puis ça demande de l'énergie et du travail d'y arriver aussi, parce qu'on a quand même ces vieux réflexes qui restent encore de bosser. Si je bosse beaucoup, et bien du coup ça va être rentable, alors que pas forcément quoi. Puis de toute façon, ce sera toujours à remettre en question, parce que de toute façon, même en employant des nouvelles procédures, je veux dire, à un moment donné, on va en arriver de toute façon à devoir à fonctionner et donc à créer nous-mêmes aussi ce qu'on a hérité de nos parents, comme tu le disais auparavant. Et nous-mêmes aussi, on sera les parents de quelqu'un à un moment donné, donc ils se diront. Et donc, effectivement, le regard, comme tu l'as dit avant, c'est autocritique, la prise de recul permanente par rapport à ses activités, par rapport à ses manières de faire. Il y aura des remises en question permanentes, et c'est ça qui fera qu'à un moment donné, ou comme on le dit ici, réussir autrement, mais on entretiendra cette forme de réussite. Et là, on en vient sur un autre point qu'il y a dans le bouquin qui parle de l'automatisation et de l'optimisation. Finalement, en fait, tu fais quelque chose, tu fais le process, et puis tu regardes, après tu prends une prise de recul et tu optimises ton travail. Mais vraiment de façon holistique, pas seulement les tâches en tant que telles, mais vraiment toute la logique. Et pour le coup, moi, je ne crois pas en fait qu'on seront justement des parents en fait comme ça en fait, parce que justement en fait, on est conscient que le monde évolue. Chose que nos parents n'avaient pas l'habitude. Tu sais, quand les choses ont été faites, en fait, je crois que c'est au bout de 3 ou 4 générations. Si les choses ont toujours été faites comme ça depuis 3-4 générations, en fait, les gens estiment bec et ongle que ça se passera toujours comme ça. Alors que nous, en fait, on sait qu'on est dans un monde qui change, on le sait, on est en pleine mutation actuellement, donc je ne crois pas que nous, on aura ce regard-là. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce que je voulais dire... On va s'adapter en même temps, je pense. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on deviendrait nous-mêmes comme ce qu'on a hérité de nos parents. Mais en fait, effectivement, si on se remet en question, on pourra éviter ce genre de choses-là. On se rend compte de toutes les évolutions majeures en fait, qu'on a eues. Nous, on est de l'époque de moi, je suis d'une génération de télé. Où on a regardé un écran de manière passive. Ensuite, on est passé au monde d'Internet. On est obligé de s'habituer d'avoir une interface, de taper sur l'interface, d'avoir une réponse. Après, dans le monde d'Internet auquel on a dû s'adapter. Donc, nous, on est ultra agile à l'adaptation, je pense. Tout ce qui est génération, des gens qui ont entre 55 et
Et jusqu'à maintenant, bon, voilà. Moi, ça me fait penser à une pensée un peu révolutionnaire qui est dans un autre bouquin qu'on aurait pu amener là, qui est de Paul Zane-Pilzer, qui a écrit Les Nouveaux Millionnaires, et qui en fait a une approche par rapport au chômage dans la société qui est complètement inattendue, qui dit grosso modo une société où il y a du chômage, c'est une société qui est en croissance parce qu'en fait elle progresse. Il prend la métaphore en fait de 10 pêcheurs qui sont sur une plage pour pêcher des poissons. Il y en a 2 d'entre eux qui tout d'un coup investissent dans un bateau et du coup ils mettent les 8 autres au chômage. Donc on se retrouve avec 80% de chômage. Mais en fait c'est que la productivité a augmenté. 2 personnes font le boulot de 10. Et du coup il dit grosso modo c'est qu'on a déplacé la valeur. Maintenant les 8 autres, au lieu de se dire je suis au chômage, eh bien, ils vont devoir imaginer peut-être la baraque à frites pour proposer du poisson, travailler, la livraison à domicile, etc. Et donc je pense que finalement tout l'enjeu de la société d'aujourd'hui par rapport au chômage, c'est comment on va plus vite former les gens aux nouveaux enjeux qui consistent à ramener plus de confort dans la société. Donc cette flexibilité et les soft skills en fait. Exact. Et les soft skills. Et l'adaptabilité humaine au changement en fait. Parce qu'on a quand même un réflexe de protectionnisme par rapport en fait à ce qu'on a toujours fait, en fait, qui fait que ça ralentit la société en fait. Par rapport à plein de choses. Tu prends le Uber, tu peux pas arrêter le train, hein. C'est parti. Uber, tu ne l'arrêteras pas. En fait, et donc du coup, les taxis auront beau en fait réagir ou autre. Il y aura toujours un système. Quand je lisais la biographie de Steve Jobs, Steve Jobs a volontairement auto-cannibalisé en fait son l'appareil pour écouter. iPod, voilà. En fait, quand l'iPhone est sorti, t'as tout son état-major qui a dit non mais Steve, on va tuer en fait avec l'iPhone on va tuer l'iPod. Il a dit et alors ces produits-là, il dit si c'est pas nous qui le faisons, ce sera ceux qui vont le faire. Donc on va le faire. En fait. Et à un moment donné, c'est important aussi d'être lucide et pragmatique par rapport à ce qu'on invente et aux avancées des choses. Où ça va. Et donc le sens de toute entreprise aujourd'hui, et je crois que c'est ça qui est moderne par rapport au capitalisme un peu sclérosé des générations d'avant, mais toute entreprise aujourd'hui, si elle n'est pas en train d'amener du sens par rapport à là où va la société, elle va passer à côté. Non, et aujourd'hui, avec la transparence de la communication... Parce qu'on se réintéresse de nouveau aux gens. C'est ça l'important. C'est le gens, le moteur. L'important, c'est pas de sauver sa place, c'est quel service que je rends en fait quelle est la contribution. Voilà. Et est-ce que ma contribution est optimisable ou optimisée en fait? Et est-ce que je suis pas 2-3 wagons de retard? Et après, à partir de là, on s'adaptera toujours et c'est cool. Après, c'est compliqué si on partage ça dans ce genre de bouquin, c'est qu'on est toujours sur la thématique de l'excellence. Alors moi, ce que j'entends souvent en contrepartie, c'est oui, mais attention, la productivité, l'excellence à tout prix. C'est vrai qu'il y a quand même autour de tous ces bouquins-là une philosophie de base qui est d'aimer devenir la meilleure version de soi-même. Et il y a des milieux auprès desquels c'est pas très à la mode, parce que on peut passer pour celui qui est staccanoviste du travail ou qui passe son temps à essayer d'améliorer. Vous avez toujours ce courant de pensée qui dit mais finalement c'est pas si mal comme c'est. Et voilà. Et là, peut-être que vous avez un point de vue là-dessus. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'anime de l'intérieur. La majorité des gens avec lesquels j'en discute, on sent qu'ils sont habités de l'intérieur, cette volonté d'amélioration continue. Et pourtant, il y a quand même aujourd'hui tout un ensemble de personnes qui sont un peu des opposants et qui. Moi, je trouve que c'est toujours une histoire de mesure dans les choses. Pour refaire le lien avec tout ce qu'on a dit maintenant, le point clé, c'est c'est là depuis l'aube de l'humanité, même avant et tout ça, c'est cette notion d'évolution. Donc d'un point de vue espèce, toujours c'est pas l'espèce la plus forte qui a réussi à perdurer, c'est l'espèce qui arrive à évoluer. Donc du coup, pour reprendre l'histoire des pêcheurs, c'est vraiment cette dynamique-là. Donc on a ce besoin d'évolution. Donc même si ça fait peur, même si c'est dur, même si ça nous met en zone d'insécurité, d'inconfort, on a cette nécessité d'évoluer. Après, pour aller dans la balance qui est vraiment à l'opposé, effectivement, ne pas aller forcément, je vois certains, tu vois, par exemple, le développement personnel, on peut avoir de la surperformance. Et à un moment donné, est-ce que c'est bon ou pas? Tu vois, par exemple, l'histoire de zone de confort. À un moment donné, on dit il faut sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. Mais pas trop. C'est de l'équilibre. Voilà. Si à un moment donné on me dit tu dois sortir de sa zone de confort, saute d'un avion en parachute, je dirais mais non, je veux pas. À quoi ça sert? Voilà, je n'ai personnellement, moi Nicolas, je n'ai ni l'intérêt, ni l'envie,
ni le désir. Et je sais que bon, peut-être ça va apporter un truc, mais je préfère le faire ailleurs avec quelque chose. Il y a plein de concepts de développement personnel, je te suis 150% là-dessus, qui sont des concepts en fait qui sont très bons, mais dans lesquels il faut mettre de la mesure. C'est exactement ça, la confiance en soi. Typiquement, quelqu'un qui a une over confiance en lui n'est pas meilleur que quelqu'un qui doute. Ouais. Les amis. Non mais voilà, on est d'accord, on n'est pas meilleur parce que celui qui va douter va mettre des seuils de vigilance là où l'autre va pas les mettre et donc du coup va faire du meilleur boulot. Et l'autre avec over confiance va dire c'est bon, on va y aller à la confiance et puis boum, il se heurte à un mur, il va même pas voir le mur. Donc je crois que c'est juste une notion d'équilibre comme tu le disais si bien, de te dire la confiance en soi. Trop, c'est peut-être pas bien non plus, pas assez, c'est pas bien non plus parce que ça paralyse. C'est où est-ce que tu te situes toi par rapport à ça et comment est-ce que tu t'ajustes systématiquement plutôt que de polariser que sur la confiance ou autre. Syndrome de l'imposteur, c'est pareil. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et la prise de conscience aussi que de toute façon la confiance en soi elle est limitée à des choses particulières. On ne n'a pas confiance dans tout. On peut avoir confiance dans certains domaines et avec la limite, forcément. Mais exactement. Et c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui doit être entretenu et de toute façon qui se renouvelle aussi en permanence. Oui. Donc et c'est un mensonge de dire aux gens en fait tu vas avoir confiance en toi, mais ça dépend de la situation. Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, tu parlais de sortir de zone de confort. Typiquement, on conseille aux gens de sortir de leur zone de confort pour qu'ils grandissent, mais typiquement, on leur demande d'aller à des endroits justement où ils n'ont pas confiance. C'est ça en fait. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est ce qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un inconfort. Par rapport à ce qu'on veut atteindre, relatif, qui fait que ça nous fait avancer. Parce qu'on fait le choix d'être dans ce inconfort-là. Voilà. Donc c'est un choix raisonné qui permet de construire la confiance. On ne peut pas demander ça non plus. Et même des fois, je trouve qu'il est même nécessaire de revenir dans sa zone de confort pendant un instant T donné, de telle sorte que, tu peux avoir la prise de recul, le temps de réfléchir, de se poser. Ça fait du bien. Pour après ressauter sur un step d'après. C'est vital. C'est vital. Faire ses allers-retours. Sur des gens qui se lancent, en tout cas, je pense que quand on accompagne des gens qui se lancent, il faut être vigilant aussi à les laisser à un endroit où ils se sentent à l'aise, parce que sinon, si c'est trop compliqué, on peut avoir un effet complètement paralysant. Et on a tous besoin de sécurité de toute façon. Donc en fait, c'est parce qu'encore une fois, le terme est galvaudé sur les zones de confort, et comme on l'a dit avant, toujours devoir sauter, mais sortir de sa zone, mais il y a aussi besoin d'une sécurité. À chacun de trouver aussi la forme de sécurité qui lui est bonne, et à un moment donné, pouvoir se dire aussi, j'ai des petites choses, des petits challenges que je peux faire serrer et tout, qui à ce moment-là vont me permettre de pouvoir aller plus loin. Et forcément, ils vont se grandir eux-mêmes, ils vont grandir les autres. Bien sûr. La vie, c'est une respiration. Tout à fait. La respiration aussi, c'est savoir être en mouvement, puis en mouvement, et puis et c'est comme ça que ça marche, c'est le mouvement, quoi. Et peut-être que les bouquins, pour revenir peut-être que les bouquins, c'est une manière, quand on voit que quelqu'un autour de soi a peut-être un endroit où il peut s'améliorer parce qu'on a fait cette route avant lui, peut-être le bouquin, c'est mieux que d'essayer de lui faire la leçon, en fait. Parce que à l'intérieur d'un bouquin qui nous a aidé à nous dépasser un cap, ça peut être des outils de prise de conscience qui redonnent le pouvoir à celui qui Moi, j'aime beaucoup cette comparaison avec la lecture des différents livres, en fait. C'est comme si on avait un verre qui se remplit de savoir, de différentes histoires, et puis ça nourrit mon cerveau. Et à un moment donné, en fait, c'est le process qui est invisible. Ça se passe, c'est les nouvelles connexions qui se font dans le cerveau. À un moment donné, en fait, ça commence à couler. Et là, il y a ce déclic, il y a quelqu'un qui passe justement grâce à un livre qui fait le déclic, mais parce qu'il en a lu, il a vu d'autres choses. Et là, il passe à l'action. C'est ça. Et c'est ça aussi pour moi le rôle de bouquin, parce que quand je vous ai posé la question, quel est le bouquin qui a, entre guillemets, changé ta vie, mais qui t'a décliqué, voilà, tout de suite, chacun a un titre. Et c'est ça qui est génial aussi de le partager justement pendant cette table ronde, parce que là on est parti un peu au-delà de tout ça. Mais c'était bon. On va chercher des réponses, on va cumuler des amis, on va revoir notre façon de travailler. Et là je pense que notre table ronde va s'achever parce que on pourra en discuter comme ça pendant longtemps. Mais on va se retrouver dans les interviews sur chaque bouquin. Et je vous laisse un petit dernier mot pour conclure en fait notre discussion. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Un dernier mot, mais il faudrait même. Une dernière phrase même. Il faudrait faire un premier mot que je n'ai pas, bien évidemment. Que dire si ce n'est que mais justement il y a un point qui est très intéressant sur ce qu'on vient de faire là en termes d'expérience et que j'inviterai chacun à reproduire, c'est à un moment donné arriver, se retrouver entre potes
prendre un bouquin, prendre chacun un bouquin comme on a fait, et voilà, ça c'est le bouquin, j'aime bien ce bouquin, voilà pourquoi. Et commencer à discuter et échanger, et même échanger sur des bouquins qu'on a déjà lus, puisque forcément là il y a des bouquins qu'on connaît, qu'on a lus chacun d'entre nous, qui nous parlent ou pas, et ça permet d'enrichir. En fait, finalement, prendre juste le livre en tant que tel, mais l'enrichir par la discussion, par l'échange, et mieux appréhender et mieux s'approprier le contenu aussi d'un point de vue de l'apprentissage. Voilà. C'est ce qui me vient en tête. Super idée, hein. Merci. Pour passer à l'action, prenez cette idée vraiment au sérieux. Et puis en plus, on s'amuse bien comme ça. Tout à fait. Une soirée avec quelques boissons, quelques gâteaux apéritifs, et voilà. Oui, c'est top. Tu veux que... Oui, le mot de la fin moi, je dirais que, justement, en fait, on est dans une époque merveilleuse, je pense, dans laquelle, en fait, justement, on a plein de manières de pouvoir consommer des livres. On a l'impression que lire un livre papier, comme ça, en fait, c'est plus valorisant quelque part, parce que c'est papier, on le lit jusqu'au bout, on a tous les mots, c'est mieux. Mais je crois, en fait, qu'aujourd'hui, en fait, on a plein de manières, en fait, d'absorber l'information. Déjà, le livre est souvent en audio, peut être en audio. Les livres, des fois, il y a des analyses de livres et des traductions de livres qu'on peut avoir et qui peuvent vraiment apporter un maximum de valeur et un maximum d'effort, parce que quand on a l'intention de lire un livre, en fait, mais qui reste sur sa table de chevet pendant un an, finalement, on en a quand même beaucoup moins lu que quelqu'un qui s'est qui a écouté quelques audios, qui a écouté des gens qui ont analysé des bouquins, et il a quand même plus appris. Donc, je crois que notre bande passante aujourd'hui, elle est multimodale, effectivement, multi-plateforme par rapport à tout ce qu'on veut. On a les discussions qu'on peut faire entre nous. On pourrait tout à fait se dire, tiens, mais on lit chacun un bouquin, puis on se retrouve autour d'une soirée comme on l'évoquait tout à l'heure, et chacun nous parle du bouquin. Putain, j'ai appris tel truc, c'était fabuleux ou autre. Ou lit un livre, ou alors vu un film ou autre. Aujourd'hui, l'information, elle est tellement partout, quoi. Donc, je trouve que il faut juste pas s'arrêter, à mon sens, en fait, à l'idée qu'on lit un bouquin papier, voilà, et ça, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que je peux m'enrichir et grandir, voilà. Vieillir c'est obligatoire, grandir c'est un choix, et je crois que effectivement passer par de la lecture ou du remplissage d'informations au travers de formations en ligne ou autre, c'est cool. Merci Yannick. Ouais, moi ça m'évoque plein de choses aussi. Je te remercie pour l'exercice, parce que finalement on prend conscience de quoi? L'éducation, l'école, c'est en fait un programme basé sur des bouquins. Donc en fait c'est une liste limitée de bouquins, mais qu'on inculque à toute une génération. Donc c'est vrai. Mais tu piques mes idées là. Et ça marche un peu dans les deux sens. Enfin, moi ce que je retiens, c'est que je me dis que c'est presque un lien social, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut bâtir des cultures entières. Imaginons un groupe de personnes qui fait son mastermind et qui décide sur une année de lire exactement les bouquins et de vérifier au cas par cas si on actionne les choses qui sont dans le bouquin, pas juste être dans une lecture individuelle un peu passive. En tout cas, moi ça me donne 2-3 idées sur dans ce que tu disais tout à l'heure là, de vraiment utiliser le bouquin comme un atout fédérateur dans une communauté. Tout à fait. Voilà. Mais un bouquin à la fois, et peut-être qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble, en fait, ce lien social. Et faire un contrôle avec des notes à la fin. Voilà, c'est ça, il y a des bons. Pour bien faire peur rouge. Merci Dominique. Mais moi, je vais faire un peu le lien ce que tu disais, ce que vous disiez aussi auparavant. Mais c'est parce que, en fait, les grands dévoreurs de livres, même chez les jeunes, il y en a encore. Mais en même temps, il y en a beaucoup. Je vais faire comme tu le disais dans l'éducation. On oblige à lire des livres. Soyons honnêtes. C'est toujours les mêmes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je le vois avec mes enfants. Ils lisent la même chose que ce que je lisais quand j'étais moi-même au lycée. Et donc, quelle horreur, comme tu le dis. Et en fait, pourtant, on les dégoûte, et il y a tous les moyens, numériques et autres, comme je le dis, formation en ligne, ce qu'on veut. Mais je pense que, pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils aiment bien lire, parce que lire, c'est se grandir soi-même aussi, c'est pouvoir amener son esprit dans le rêve, c'est pouvoir s'évader d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, on peut comprendre aussi que lire un livre, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lire. Et là, je fais le lien avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans ma première intervention. C'est que même avec ces jeunes, en fait, si quelque part, on leur dit, mais qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Qu'est-ce qui va t'intéresser dans la lecture que tu vas avoir? Tu sais, t'es pas obligé de tout lire, mais et un objectif derrière. Demande-toi qu'est-ce que ça peut t'apporter, qu'est-ce que tu as envie d'y trouver. Et en fait, déjà rien que le fait de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a envie d'y trouver, en fait, il met déjà son cerveau en réactivité, en réaction. Oui, exactement. Et ça lui permettra déjà de pouvoir appréhender en fait une lecture tout à fait autrement, parce qu'il aura créé lui-même déjà une motivation intrinsèque en fait à la lecture. Et donc, ce serait pour encourager le fait que la lecture, ça reste quand même quelque chose de super dans l'absolu. Ça ne doit pas devenir une contrainte, ça peut rester un plaisir, mais ça dépend de la manière
manière dont on l'aborde. Et là, clairement, au niveau de l'éducation, du système éducatif, et quel que soit le pays dans lequel on est, alors là, il y a du travail à faire, c'est absolument clair. Et à titre personnel, je peux le dire aussi, puisque j'ai passé beaucoup de gueule à la ministre il y a 2 mois, qui finalement a quand même répondu et m'a proposé d'écrire en fait une petite intervention, et je me suis parvenu. Ministre Belgique. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que les résultats, comme en France, vous le savez, sont catastrophiques au niveau des enquêtes PISA, au niveau de la lecture. Nous sommes dans le fin fond du panier, aussi bien en France qu'en Belgique. Et en fait, en disant que c'est parce que les enfants ne sont pas capables de lire, alors qu'en fait, c'est pas ça le problème, c'est qu'on a appris à lire mal, et que donc à partir du moment où il n'y a pas de motivation, qu'on a appris à lire mot par mot, lettre par lettre, et ainsi de suite, en fait, on n'a pas créé de stimulation au niveau du cerveau, ni de motivation auprès des jeunes. Et donc, c'est pas la lecture le problème, c'est la manière d'appréhender la lecture qui est tout à fait intéressant, et notamment par les principes notamment de lecture efficace qui sont extrêmement jouissifs, en fait, disons-le, par rapport à toute une série d'exercices, et qui font que en fait les enfants ils se poilent et ils apprennent vite, rapidement à lire et bien. Et donc, en fait, on se trompe probablement au niveau du système éducatif. Mais enfin, c'est un autre débat et on n'est pas là pour en discuter. Oui, parce que là, en fait, on nous oblige, on a un menu super et on nous oblige à manger tout d'un coup, sinon on est pénalisé. Alors que j'aime bien manger un peu de chaque plat, mais pas tout à la fois, parce que sinon c'est le vomissement et c'est un peu ce qui se passe dans l'éducation. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, la semaine des intelligences, on va parler des livres avec des différents experts et on va les analyser vraiment plus en profondeur. Donc, plusieurs interviews avec vraiment plusieurs personnes passionnées par des livres. Et je vous remercie beaucoup pour d'être venus à cette table ronde. Et voilà, que la fête continue. Merci beaucoup. Merci Merci Nicolas. Merci. Salut, ciao. Ciao, ciao.